Entourée des voix de l'info pour l'analyse, Anne-Claire Ruel, enseignante, spécialiste de communication. À vos côtés, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault. Avec plaisir, il est avec nous, Mathieu Bock-Côté, essayiste et journaliste québécois. Et notre invité politique, député Les Républicains du Loir-et-Cher, Guillaume Pelletier. On va parler du budget dans quelques instants, mais d'abord justement sur la politique actuelle, Guillaume Pelletier. Il y a un autre opposant à Emmanuel Macron. Ce n'est pas la droite, ce n'est pas le FN, ce n'est pas la France insoumise, mais c'est l'ancien président François Hollande. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa sortie sur la politique fiscale de l'actuel chef de l'État? Je me suis dit, il n'est pas meilleur commentateur de la vie politique qu'il ne l'était acteur lorsqu'il était président de la République. Je trouve ça assez indécent quand on a à ce point échoué avec une telle responsabilité à la tête de l'État pendant 5 ans que de se permettre de commenter la vie politique qui continue sans lui. Et c'est heureux. Et je lui recommande une certaine retenue parce que qui a fait naître politiquement celui qui préside aux destinées de la France aujourd'hui, en l'occurrence Emmanuel Macron, c'est François Hollande. Donc tout ça, c'est sans doute l'écume des jours d'un président qui a du mal à accepter de ne plus l'être. Ne plus l'être. Et l'actualité, c'est ce débat qui s'annonce mouvementé au Parlement. Éric Woerth, le président LR de la Commission des finances de l'Assemblée, annonce que votre groupe ne votera pas le budget qu'il qualifie d'injuste. Pourquoi injuste? On dit souvent, dis-moi quel est ton budget, je te dirai qui tu es. Et quand moi j'étais maire d'une commune rurale, président de communauté de communes, et donc j'ai eu à présenter à mes collègues des budgets. Ce qui me marque profondément dans le budget d'Emmanuel Macron qu'il nous propose, c'est un budget des injustices et des inégalités. Emmanuel Macron a décidé d'être le président d'une petite partie de la France, d'une France qui va bien, pendant que les Français vont très mal. Tout est d'ailleurs résumé dans son expression dimanche soir à la télévision lorsqu'il parle du premier de cordée, qui n'est pas un travailleur, qui n'est pas un créateur, qui n'est pas un savant, qui n'est pas un artiste. Il parle des riches. Comment le savez-vous? Il ne l'a pas défini? On le voit dans l'expression liée à la réussite. Lui, il veut récompenser ceux qui ont réussi. Le grand rêve français, c'est de permettre et d'accompagner toutes celles et ceux qui ont envie de réussir, qu'on soit en tête, au milieu ou à la fin de la cordée. Et donc, le grand drame génétique d'Emmanuel Macron, parce que le budget est sa première politique, sa première pierre politique, c'est que tout démontre sa volonté de construire une France injuste et inégalitaire. Par exemple, il augmente la fiscalité sur le diesel pour tous les travailleurs du monde rural. Par exemple, il supprime le prêt à taux zéro pour tous les jeunes dans les quartiers populaires ou le monde rural. Et les autres exemples, Guillaume Pelletier, est-ce que vous ne voyez pas tout cela, pardonnez-moi, d'un seul œil, comme un borgne? Est-ce que vous ne voyez pas tout ce qui est aussi distribué et redistribué? Je vous réponds franchement, j'ai d'ailleurs refusé de voter contre la confiance au début du mois de juillet. Moi, j'ai été élu dans une vague Macron comme l'un des rescapés de la droite française. Et je m'étais engagé là-dessus devant mes concitoyens. J'essaye en permanence d'étudier de manière lucide, au nom de l'intérêt général, pour servir mon pays, ce qui est bon pour la France. Bien sûr qu'il y a ici ou là quelques mesures qui vont dans le bon sens. La question n'est pas là. Je parle de la colonne vertébrale de ce budget. On ne peut pas, par exemple, sur la question de l'ISF, supprimer l'ISF sur le capital et le maintenir pour toutes celles et ceux qui, propriétaires des classes moyennes, ont travaillé toute leur vie pour acquérir ce bien. Ce budget est un budget anti-classe moyenne et c'est sans doute le plus dramatique. C'est intéressant d'ailleurs de vous entendre parler des classes moyennes alors que la droite les a abandonnées et le reconnaît pendant de nombreuses années. Vous allez nous dire comment vous allez tenter de les reconquérir. Jean-Louis Gombault, sur ce point important, notre chroniqueur économique va vous poser une question. Est-ce que ce budget, vraiment, est injuste? Monsieur Pelletier nous réhabilite la lutte de classe, en quelque sorte. Il dit, on fait un budget pour les riches contre les pauvres. Et je ne vois pas, franchement, où est l'injustice de ce budget. Il faudrait que vous le démontriez. En fait, il n'y a qu'une seule, quand on prend les chiffres, il n'y a qu'une seule catégorie qui va perdre dans ce budget, c'est le 9e décile. C'est-à-dire, effectivement, le premier décile va gagner beaucoup, effectivement, et il y a tous les autres déciles gagnent dans ce budget. C'est incontestable. Vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez. Et donc, ce sont parmi les gens plutôt aisés, effectivement, que vous avez d'ailleurs, comme l'a rappelé Sonia à l'instant, que vous avez quand même écorché dans le quinquennat précédent, et avant d'ailleurs, et simplement ça qui va perdre. Donc franchement, je ne vois pas en quoi ça avantage. Et les riches, en plus de ça, vous dites l'immobilier des... Enfin,
le seuil de l'ISF restera à 1 300 000 €. C'est quand même pas des gens particulièrement, je dirais, modestes qui vont faire la chose. Ou vous m'avez mal écouté, ou je me suis mal exprimé. Oui, peut-être. Donc, je reprends. Franchement, la taxation sur le diesel pour les travailleurs, le prêt à taux zéro, le prêt à taux zéro, la question de l'ISF, la CSG qui va toucher tous les retraités français et donc les retraités des classes moyennes. Et en particulier 700 000 retraités français qui, à l'heure où nous parlons, vivent dans des maisons de retraite et qui, par nature, ne payent pas de taxe d'habitation, donc il n'y aura pas de compensation. Vous voyez bien, et je pourrais à l'infini, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce budget, vous présenter tous ces... Moi, je ne me sens pas comptable de ce que la droite a raté dans le passé. Je n'étais ni ministre, ni parlementaire. Notre génération, au cœur de la droite française, va devoir réinventer la droite. Et cette droite, oui, elle doit parler aux classes moyennes. Quand vous dites que je pratique une lutte des classes, c'est faux. Je n'ai pas parlé de président des riches, pas plus que je ne parle des pauvres. Je dis que ce budget est un budget gravissime parce qu'il s'attaque aux classes moyennes, c'est-à-dire au cœur nucléaire des travailleurs français, de toutes celles et ceux qui font des efforts. À un moment du budget, il y a quand même une incroyable schizophrénie en ce moment à droite, parce que vous êtes dans votre rôle, et on l'entend ce soir, d'opposants, mais sur plein d'autres réformes, honnêtement, qui ont été mises en place, qui vont être mises en œuvre par Emmanuel Macron. Vous auriez rêvé, vous, de le faire. Vous auriez rêvé, si, que vos anciens camarades à droite le fassent. Là encore, je ne veux pas vous décevoir. Si franchement la droite française rêvait, si la droite française rêvait de supprimer l'ISF uniquement, ou de pratiquer les ordonnances sur le code du travail, franchement, c'est pas ma droite. Franchement. Moi, la droite à laquelle je rêve, c'est une droite qui va défendre les travailleurs, la valeur du travail. C'est une droite qui va enfin parler aux quartiers populaires, aux fonctionnaires des écoles, des collèges et des lycées, aux immigrés des quartiers populaires qui aiment la France, qui va dénoncer le communautarisme qui gangrène la République, qui va refonder la construction européenne qui s'éloigne des peuples. C'est cette droite que j'appelle de mes voeux. C'est pas, vous savez, François Mitterrand avait cette formule terrible et si juste en 1994. J'avais 17 ans et je me souviens d'une grande interview où il dit « Après moi, il n'y aura que des comptables et des financiers ». Et il avait hélas raison. Emmanuel Macron est un président financier, comptable, qui n'a qu'une vision comptable du monde et de notre pays. Il veut offrir à la jeunesse de France l'unique rêve matérialiste de devenir milliardaire. Ça n'est pas le rêve que je souhaite pour la jeunesse de mon pays. Je vais donner la parole dans un instant à Mathieu Bock-Côté qui va vous poser une question. Mais quand même, Guillaume Pelletier, on est un peu surpris ce soir. Peut-être que vous-même, vous avez opéré un changement, une inflexion. Vous dites qu'il faut parler aux quartiers populaires, vous dites qu'il faut parler aux immigrés. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la droite dire ça. Depuis 10 ans, la droite n'a pas su se réinventer, présenter des idées nouvelles. Le dernier qui était parvenu, il avait gagné d'ailleurs, c'était Nicolas Sarkozy entre 2005 et 2007. Oui, les immigrés qui aiment la France, j'ai envie de les faire adhérer à 100% à notre pacte républicain et de leur offrir un avenir et une perspective. Oui, ces femmes qui dans les quartiers se battent contre le communautarisme et contre l'islamisme, j'ai envie d'être leur porte-parole. Oui, ces travailleurs du monde rural qui ne râlent jamais, qui ne manifestent jamais, j'ai envie de les défendre. C'est la grande ligne de la droite française que nous allons réinventer et devoir réinventer à l'occasion de la campagne interne et des prochaines années. Mathieu Bock-Côté et Anne-Claire Ruel juste après. Une question toute simple en fait, c'est-à-dire j'ai l'impression pour l'instant que dans le débat autour de la présidence Macron, vous avez un espace assez limité. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la présidence Macron, de l'autre côté, il y a Mélenchon, et une partie de la droite se demande comment exister dans ce débat dont on est un peu exclu. Plusieurs notent que le terrain où elle peut exister, c'est justement en sortant de la lutte des classes mise en scène pour l'instant, c'est la fameuse question identitaire, les questions civilisationnelles, des questions sur lesquelles la droite est souvent par ailleurs assez mal à l'aise de se mouvoir parce qu'elle a intériorisé certains interdits du politiquement correct. Les critiques les plus sévères qu'on entend de Laurent Wauquiez viennent quelquefois de la droite elle-même, lorsqu'on va entendre droitisation, dérive identitaire. Donc, d'une certaine manière, est-ce que vous n'êtes pas pris dans une guerre à l'intérieur même de votre propre camp pour savoir si vous avez le droit d'occuper des thèmes qui pourraient être gagnants pour vous? Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, vous avez tout à fait raison. Et vous posez une question, oui, mais la droite française ne se relèvera pas si elle considère que l'avenir, c'est d'être sur un curseur un peu plus à droite, un peu moins à droite, un curseur horizontal. Emmanuel Macron nous offre cette opportunité. Il a choisi, lui, d'être et de droite et de gauche, et de choisir un curseur vertical, c'est-à-dire je suis le président d'en haut, le président des élites et des métropoles mondialisées. Il y a donc la France du travail, la France des classes moyennes. C'est le Guillaume Pelletier qui a créé la droite forte, qui a porté la droite forte, qui dit cela aujourd'hui. Qui le dit avec d'autant plus de légitimité. Ce fut réel en 2012.
et important de pouvoir rappeler que la droite française ne devait pas abandonner ces questions régaliennes. Je l'assume et nous devrons continuer à dénoncer avec autorité, sans aucune lâcheté, le communautarisme et l'islamisme qui font partie des grands dangers qui menacent la République française. Mais sans rien renier de tout le reste, de la valeur du travail, de l'effort, du mérite. Ça, c'est central. Permettez-moi d'insister un tout petit instant. Oui. La seule question, en fait, je vous entends, mais est-ce que ce conflit ne traverse pas, pour l'instant, la droite elle-même? Est-ce qu'autrement dit, le positionnement que vous souhaitez, on peut faire l'économie d'Emmanuel Macron, on peut faire l'économie de Mélenchon, vos premiers critiques sont dans vos propres rangs, et d'une certaine manière, dans les prochains temps, la refondation de la droite, c'est d'abord une guerre interne des droites. Mais évidemment, d'abord, nous avons perdu, donc il faut être extrêmement humble. Premièrement. Deuxièmement, nous avons une campagne interne qui va nous permettre, et moi je le dis avec encore plus de liberté, je soutiens Laurent Wauquiez dans cette campagne, mais la nouvelle équipe dirigeante ne suffira pas. Il nous faudra une véritable et profonde refondation idéologique, et moi je crois que la droite française de demain devra s'appuyer sur les valeurs rurales et populaires. C'est à partir de ces valeurs-là que nous pourrons nous réconcilier avec une majorité de Français. En 2012, vous étiez fondateur de la droite forte, vous luttiez justement ou fustigez d'une certaine façon l'immigration. Aujourd'hui, on voit l'évolution, ça a été souligné par Sonia. Donc 2017, vous êtes l'aiguillon cette fois-ci de Laurent Wauquiez. Vous essayez de fonder le mouvement Les Populaires pour essayer de désembourgeoiser, si j'ai bien compris, la droite. Comment vous expliquez d'une part cette évolution et comment vous allez vous exprimer par rapport à Laurent Wauquiez pour qui l'immigration est un sujet qui est un petit peu, pour l'instant, pas très défini encore, on va dire, pour le moment. Franchement, je me sens très cohérent. Je peux vous donner quelques exemples. En 2005, j'étais l'un des porte-parole du non au traité constitutionnel parce que je suis profondément européen, mais cette Europe technocratique de la finance et des marchés ne me plaisait pas, premièrement. En 2012, oui, j'assume, au lendemain de la France forte de Nicolas Sarkozy, d'avoir fondé la droite forte qui voulait rappeler à la droite française la fierté d'être de droite. On ne peut pas conquérir le monde, on ne peut pas conquérir nos compatriotes si on n'est pas fier d'être soi-même. Vous n'avez pas des vérités successives. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de contradictoire? Non au traité constitutionnel. Oui à une droite fière et forte sur la question régalienne de l'immigration. Et aujourd'hui, de rappeler ce que j'ai toujours dit. Moi, je lutte contre l'islamisme. Je lutte contre le communautarisme. Je veux dire et redire sur toutes les radios et les télés de France que l'islamisme est en train de gangréner la société française, y compris dans nos territoires dits apaisés, comme le Loir-et-Cher, dans nos quartiers populaires, comme dans le monde rural. J'assume. Oui, mais en même temps, comme dirait le président de la République... Quelle solution vous proposez, parce que le dénoncer, c'est bien, mais proposer des moyens de lutter, c'est mieux. Je vous donne un exemple. Quand je découvre, à l'occasion de la loi sur le terrorisme, il y a quelques jours, que 18%, c'est-à-dire 2750 des fichiers S reconnus par l'État français sont des étrangers, je me dis dans quel monde vit-on pour ne pas avoir envie de dire et d'assumer dans le même monde, vous étiez responsable il y a quelques années, vous aviez cette situation. Sonia Mabrouk, pas moi. Vous ne le découvrez pas. Moi. Je n'étais ni parlementaire, ni ministre. Je l'ai dénoncé en son temps. Aujourd'hui que je suis député de la Nation, oui, je le fais avec d'autant plus de force et de détermination parce que cette lâcheté est inacceptable. D'ailleurs, vous avez été communicant et il semble que vous soyez un bon planeur stratégique, c'est-à-dire quelqu'un qui devance un planeur stratégique qui devance les tendances, les mouvements d'opinion. Et là, c'est tout à fait juste ce que vous dit Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire que vous enfermez dans une logique de lutte des classes. Parce qu'effectivement, c'est en ce moment, sur le fil du rasoir, on entend ça, c'est la petite musique médiatique qu'on entend en ce moment. Est-ce que c'est pas cette vision-là, justement, un peu conjoncturelle, qui vous empêche d'avoir une réflexion beaucoup plus structurelle sur les questions identitaires Je vous réponds avec beaucoup de sincérité. Quand je crée le mouvement Les Populaires au sein des Républicains, ma volonté n'est en rien de recréer une idée des classes à laquelle je ne crois pas et à laquelle je veux mettre fin. Ma volonté est de dire à la droite française, vous n'avez parlé pendant 10 ou 15 ans qu'aux classes aisées. Nous devons continuer, bien sûr, à permettre aux grands entrepreneurs, aux grandes entreprises d'être récompensés à la hauteur de leurs efforts. La question n'est pas là. Mais toutes les classes moyennes, tous les travailleurs, tous les Français du monde rural et des quartiers populaires attendent une perspective, attendent des propositions. J'en ai fait une il y a quelques jours en déposant une proposition de loi. Vous savez, la création du ticket carburant pour tous les travailleurs du monde rural, comme il existe un chèque transport dans les grandes villes de France. Il y a aujourd'hui une dichotomie, un fossé, un océan qui sont en train de se créer entre les grandes métropoles et la France périphérique. Vous avez perdu et quelque part délaissé, pas vous personnellement, mais évidemment la droite. Guillaume Pelletier, est-ce que Laurent Wauquiez, que vous soutenez, est un rassembleur? Son image, Mathieu Bock-Côté l'a dit, c'est une guerre interne à la droite. Vous êtes engagé avec Laurent Wauquiez dans une course à la présidence du parti. Pendant des semaines, jusqu'à décembre, vous allez parler à vos militants. Vous n'allez pas parler à la droite. Est-ce que ça peut être encore une fois la boîte de Pandore, des tensions, des divisions qui va s'ouvrir?
C'est un passage obligé. Si effectivement notre objectif avec Laurent Wauquiez, Virginie Calmels, c'est de ne parler sur le temps long qu'aux 250 000 adhérents des Républicains, nous ferions fausse route. Notre objectif n'est pas là. Mais comment prétendre vouloir reconquérir toute la droite française et demain une majorité de Français si nous ne sommes pas capables de rassembler, de fédérer, de tracer une perspective pour nos 250 000 adhérents? C'est l'objectif de ces 3 mois qui s'ouvrent. Au lendemain de cette période, nous allons devoir, autour du rassemblement que propose Laurent, tracer idéologiquement et programmatiquement une droite française totalement renouvelée. Solide par rapport au Front National? Je pense qu'il faut... la politique est fondée sur la clarté. Moi, je considère, je le dis avec beaucoup, là encore, de simplicité, tout élu de notre famille politique qui viendrait à réclamer des alliances avec M. Macron, ou tout élu de notre famille politique qui viendrait à réclamer des alliances avec Mme Le Pen, ces élus n'ont pas notre place dans notre famille politique. Sur le même plan des élus qui rejoignent Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Mais je l'assume totalement, parce que notre famille politique a vocation à prendre des responsabilités et à gouverner la France. Nous considérons que la politique proposée par Emmanuel Macron n'est pas bonne. Nous considérons que la politique de Mme Le Pen est dangereuse. Donc pour ne plus parler ni de M. Macron ni de Mme Le Pen, mais de parler de nous-mêmes et de nous adresser à nos compatriotes, nous devons avoir une ligne claire, apaisée et rassembleuse. Laurent Wauquiez dans la course à la présidence du parti LR. Merci d'avoir été notre invité, Guillaume Pelletier. Merci Mathieu Bock-Côté. Vous reviendrez nous voir évidemment avec grand plaisir. Quand vous revenez de votre Québec natal. Vous êtes le bienvenu dans cette émission qui est un peu la vôtre. Jean-Luc Gombault, merci à vous. Anne-Claire Ruel, qui sont les voix de l'info. Je vous retrouve avec plaisir demain, 17h, 19h. Mais d'abord, c'est Laurence Ferrari pour Punchline.